Catherine, tout le monde reste à la maison à cause de la tempête de verglas. Le dîner de Noël est annulé. Prenez soin de vous, disait le SMS de ma mère. J'ai regardé mon téléphone avec déception, mais je l'ai compris, après tout, les hivers à Nashville peuvent être dangereux. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ce simple texto allait démêler des années de tromperie familiale et changer ma vie à jamais. Je m'appelle Catherine et j'ai 32 ans. Je suis comptable et, jusqu'à Noël dernier, je pensais être simplement la différente de ma famille, la sœur silencieuse, centrée sur sa carrière, qui ne s'intégrait pas tout à fait à leur bruyante réunion sociale. Ma sœur cadette, Anna, a toujours été la star, celle qui ne faisait jamais de faute aux yeux de nos parents. Ce matin de Noël, je me suis préparée à une journée tranquille seule. Je me suis préparé un chocolat chaud, j'ai mis quelques films de Noël et j'ai essayé de rester positive malgré la solitude. Vers 15h, je regardais Instagram lorsque mon cœur s'est arrêté. Voilà, une nouvelle publication de ma cousine, Noël familial parfait chez Anna. Tellement bénie d'avoir tout le monde ensemble. Tradition familiale, dîner de Noël. La photo montrait toute ma famille, maman, papa, tante, oncle, cousin, même ma grand-mère, réunis autour de l'élégante table à manger d'Anna. Tous souriaient, portaient des pulls de fête, profitant clairement de la célébration dont on m'avait délibérément exclu. À travers les fenêtres sur leurs photos, je pouvais voir un ciel dégagé et ensoleillé. Il n'y avait aucune tempête de verglas. Il n'y en a jamais eu. Mes mains tremblaient tandis que je faisais défiler d'autres photos. Voilà mon père tranchant la dinde, ma mère disposant ses traditionnels biscuits de Noël, mes petites nièces et neveux ouvrant des cadeaux. L'excuse de la tempête de verglas était une pure fabrication, un mensonge commode pour éviter de me dire que je n'étais pas la bienvenue à leur réunion familiale, parfaite. J'ai eu un malaise lorsque la vérité est devenue évidente, toutes ces fois où on m'a dit que les événements avaient été annulés, toutes ces réunions intimes auxquelles on ne m'avait pas invité, combien en avaient réellement eu lieu sans moi ? Combien de temps avait-il coordonné dans mon dos pour m'exclure tout en feignant de s'inquiéter ? Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, agissant comme si de rien n'était. « Bonjour, chérie, j'espère que tu as passé un Noël agréable et tranquille. Tu nous as manqué. » La cruauté fortuite de ces paroles a fait se serrer mes mains en poing. C'est à ce moment-là que tout allait changer, même si je ne le savais pas encore. En grandissant dans notre maison familiale, j'ai toujours essayé d'être la bonne fille. J'ai aidé ma mère dans les tâches ménagères, j'ai obtenu d'excellentes notes à l'école et j'ai même abandonné mon rêve d'aller à l'école des beaux-arts pour étudier la comptabilité parce que mes parents ont insisté sur le fait que c'était plus pratique. Pendant ce temps, ma sœur, Anna, pouvait faire ce qu'elle voulait. Lorsqu'elle a abandonné l'université pour devenir instructrice de yoga, mes parents l'ont qualifiée de courageuse. Lorsque j'ai fait des heures supplémentaires pour les aider à payer leur hypothèque, ils ne l'ont guère reconnu. Je me souviens d'un incident en particulier qui aurait dû m'ouvrir les yeux plus tôt. Il y a 3 ans, lorsque mon père a eu besoin d'une chirurgie, j'ai pris 3 semaines de congé pour l'aider à s'en occuper. J'ai cuisiné, nettoyé, je l'ai emmené à ses rendez-vous et j'ai géré ses médicaments. Anna est apparue une fois, est restée 1 heure à se prendre en selfie avec lui pour les réseaux sociaux, puis est partie, prétendant qu'elle avait une retraite de yoga. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, dans le décompte de mes parents de cette période, Anna était la fille qui soutenait tandis que je ne faisais que le strict minimum. Ma famille élargie n'était pas beaucoup mieux. À chaque réunion, mes tantes louaient « l'esprit libre » d'Anna tout en me demandant quand j'allais me détendre et apprendre à profiter de la vie. Mes réussites au travail étaient qualifiées d'ennuyeuses, tandis que la dernière aventure d'Anna enseignant le yoga à Bali était le sujet de conversation de chaque dîner de famille. J'ai continué à me dire que ce n'était pas grave, que la famille était la famille et qu'ils m'aimaient à leur manière. Même le mois dernier, j'ai passé des heures à aider ma mère à se préparer pour Thanksgiving, pour seulement l'entendre dire à tout le monde qu'Anna avait fait tout le travail pendant que je ne faisais que m'asseoir. J'ai avalé ma douleur et je suis restée silencieuse, comme toujours. Lorsqu'Anna a annoncé qu'elle serait l'hôtesse de Noël cette année, je me suis proposée pour aider à la planification et à la cuisine. Elle m'a refusé, disant qu'elle voulait que ce soit parfait. J'aurais dû voir les signes à ce moment-là, mais j'essayais encore de croire à la fiction de notre « famille heureuse ». La vérité est que j'ai passé toute ma vie à essayer de gagner leur approbation,
à trouver des excuses à leur comportement et à faire semblant de ne pas remarquer lorsqu'on m'excluait de réunions familiales spontanées que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, connaissait. Je me suis convaincue que si seulement je faisais plus d'efforts, travaillais plus, donnais plus, on me verrait enfin comme digne de faire partie de leur parfaite photo de famille. Bonjour, chérie, j'espère que tu as passé un Noël agréable et tranquille. Tu nous as manqué. La fausse joie de ma mère m'a retourné l'estomac. J'ai serré mon téléphone plus fort, regardant les photos Instagram encore ouvertes sur mon ordinateur portable, preuve de leur parfaite réunion familiale dont on m'avait délibérément exclu. Vraiment, ai-je réussi à dire d'une voix ferme. Parce que les publications de Nina sur les réseaux sociaux montrent que vous vous êtes tous éclatés chez Anna. Tous sauf moi. Le silence de l'autre côté était assourdissant. Je pouvais presque voir le visage de ma mère, cette expression familière lorsqu'on la prend en flagrant délit de mensonge mais qu'elle est déjà en train de formuler des excuses. Oh, bon, a-t-elle balbutié, Anna a organisé ça à la dernière minute, et tu sais comment tu peux être lors des réunions, toujours aussi silencieuse et faisant en sorte que tout le monde se sente mal à l'aise. On a juste pensé. Vous avez pensé quoi, ai-je demandé. Qu'il serait mieux de me mentir, de me faire passer Noël seul pendant qu'il faisait semblant que tout le monde faisait la même chose. Ne sois pas si dramatique, a soupiré ma mère. On essayait d'éviter tout malaise. Tu sais comment Anna voulait que tout soit parfait. C'est alors que ça m'a frappé, tous les événements passés annulés, les fois où les plans avaient mystérieusement échoué, les photos de famille que je voyais plus tard sur les réseaux sociaux, ce n'était pas un événement isolé. C'était un schéma. Combien de fois, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Combien d'autres réunions m'avez-vous menti? Un autre silence révélateur. Puis, Catherine, tu es trop sensible. C'est exactement pourquoi. Pourquoi quoi, l'ai-je interrompu. Pourquoi m'excluez-vous? Pourquoi faites-vous semblant que je n'existe pas à moins d'avoir besoin de quelque chose? Pourquoi Anna doit-elle être la fille parfaite tandis que moi, on me traite comme une nuisance? Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. On vous aime toutes les deux de la même façon. C'est juste qu'Anna fait des efforts pour faire partie de la famille. Tu es toujours tellement occupée par le travail. J'ai ri amèrement. Occupée par le travail? Tu veux dire occupée à aider à payer son hypothèque? Occupée à soigner papa après son opération? Ce genre d'occupée? Écoute, la voix de ma mère est devenue sévère. Si tu vas être comme ça, il serait peut-être mieux qu'on se donne un peu d'espace. Appelle quand tu seras prête à être raisonnable. La ligne a été coupée. Je me suis assise là à regarder mon téléphone pendant que 32 ans de souvenirs se sont soudainement mis au point dans une perspective aiguë et douloureuse. Chaque excuse, chaque rejet, chaque malentendu, tout avait été intentionnel. Je n'étais pas le problème. Je ne l'avais jamais été. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de trouver des excuses pour eux, le moment où j'ai enfin vu la vérité, je n'avais pas de famille. J'avais des gens qui partageaient mon ADN mais me traitaient comme une pensée tardive. Après cet appel téléphonique, quelque chose en moi s'est brisé. J'en avais fini d'être le paillasson de la famille. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire un email à toute ma famille, parents, sœurs, tantes, oncles, cousins, tous ceux qui avaient été à ce dîner de Noël. Mes doigts ont volé sur le clavier tandis que des années de sentiments refoulés débordaient. J'ai vu les photos du dîner de Noël, et j'écris, le dîner qu'on m'a dit avoir été annulé à cause d'une tempête de verglas imaginaire. Je veux que vous sachiez tous exactement ce que vous avez fait. Vous ne m'avez pas seulement exclu d'une réunion familiale, vous avez coordonné un mensonge élaboré pour me faire passer Noël seul. J'ai joint des captures d'écran des SMS de ma mère, restée à la maison, tout le monde fait pareil, ainsi que les photos des réseaux sociaux montrant leur célébration. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois. Les réponses ont commencé à arriver presque immédiatement. Ma tante Marie a affirmé qu'ils avaient oublié de me dire que les plans avaient changé. L'oncle Robert a suggéré que j'exagérais. Ma cousine Nina, dont les publications avaient exposé leurs mensonges, a rapidement supprimé toutes les photos de Noël et m'a envoyé un message disant que je créais un drame inutile. Puis est venue la réponse d'Anna, un email long et condescendant sur le fait que je ne fais jamais d'efforts lors des événements familiaux et qu'elle voulait juste un Noël parfait.
Elle a même eu l'audace de suggérer que mon exclusion était pour mon propre bien parce que, manifestement, je n'apprécie pas les réunions de famille. Mais c'est la réaction de mes parents qui m'a vraiment montré qui ils étaient. Au lieu de s'excuser, ils sont passés à l'offensive. Ma mère a commencé à appeler des amis familiaux communs, tissant une histoire sur le fait que j'avais une sorte de crise. Mon père m'a envoyé un email sévère sur le respect de la vie privée familiale et sur le fait que mettre à jour notre « linge sale » était inacceptable. « Tu l'as vraiment fait maintenant ?» m'a envoyé Anna par SMS. Maman pleure, tout le monde est contrarié, et tout ça parce que tu n'as pas pu simplement accepter que peut-être tu es le problème. C'est exactement la raison pour laquelle on ne voulait pas de toi à Noël. J'avais l'impression de vivre dans une réalité alternative. On m'avait délibérément exclu et on m'avait menti, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais la méchante pour avoir exposé leur comportement. Plus je me défendais, plus ils tordaient le récit. Lorsque j'ai refusé de reculer et de m'excuser, ils se sont intensifiés. Ma mère a commencé à apparaître sur mon lieu de travail sans préavis, créant des scènes dans le hall. Anna a commencé à publier des mises à jour vagues sur les réseaux sociaux à propos de personnes toxiques et de choisir la paix plutôt que la famille. Mon père a menacé de me déshériter si je ne me mettais pas en ordre. Au lieu de m'intimider, leurs actions n'ont fait que confirmer ce que j'avais finalement réalisé, il ne s'agissait pas d'une famille aimante qui se protégeait d'un membre difficile. Il s'agissait d'un système toxique qui essayait désespérément de garder le contrôle sur quelqu'un qui avait finalement cessé de jouer selon ses règles. J'ai décidé alors que je devais faire plus que simplement exposer leurs mensonges. Je devais me libérer complètement de leur manipulation. Ils ne savaient pas que j'étais déjà en train d'élaborer un plan qui leur montrerait exactement ce qui se passe lorsqu'on rejette la seule personne qui a toujours été là pour eux. Une semaine après mon email de confrontation, j'ai reçu un message inattendu de Rachel, une vieille amie de la famille qui s'était retirée de la gestion des finances de mes parents il y a des années. Catherine, j'ai vu ce qui se passe avec ta famille sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose que tu dois savoir. On peut se rencontrer ? J'ai accepté de la rencontrer dans un café tranquille du centre-ville. Lorsque je suis arrivée, Rachel semblait nerveuse, tenant une enveloppe de Manila. Je porte le poids de la culpabilité depuis des années, a-t-elle dit, glissant l'enveloppe sur la table. Ton père m'a juré le secret, mais après avoir vu comment il te traite maintenant, je ne peux plus me taire. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des extraits de comptes bancaires et des documents légaux datant de 15 ans. En les lisant, mes mains ont commencé à trembler. Selon ces documents, mon grand-père avait laissé un héritage conséquent spécifiquement pour mon éducation et mon avenir, près de 300 000 $, de l'argent que je n'avais jamais su. Ton père était l'administrateur fiduciaire, a expliqué Rachel à voix basse. Il était censé te donner accès lorsque tu aurais 25 ans. Au lieu de cela, il a transféré tout l'argent sur les comptes d'Anna, l'utilisant pour financer son style de vie et ses projets commerciaux ratés. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Toutes ces années où j'ai fait des heures supplémentaires pour payer mon diplôme de comptabilité, les prêts étudiants que je remboursais encore, les fois où je les avais aidés avec leur hypothèque, ils avaient été assis sur mon héritage tout ce temps, le dépensant pour Anna. Il y a plus, a poursuivi Rachel. Ton grand-père a également laissé des propriétés qui devaient être divisées équitablement entre toi et Anna. Tes parents les ont toutes vendues en utilisant ta procuration que tu as signée lorsque tu avais 18 ans. Tu te souviens quand ils ont dit que c'était pour des décisions médicales d'urgence ? Je me suis sentie malade. Le document que j'avais signé en toute confiance leur avait donné le contrôle total sur mes intérêts financiers. On m'avait systématiquement volé mon héritage pendant qu'ils me voyaient lutter, acceptant mon aide pour leurs dépenses et me faisant sentir coupable de ne pas contribuer suffisamment à la famille. Pire encore, les extraits montraient des transferts réguliers à Anna étiquetés, investissements commerciaux, de l'argent prélevé sur mon héritage pour financer ses études de yoga, ses retraites à Bali, toutes les aventures qu'on avait louées tout en critiquant ma carrière de comptabilité ennuyeuse. Pourquoi me le dire maintenant ? Ai-je demandé à Rachel, ma voix à peine stable. Parce que j'ai vu les publications de ta mère sur les réseaux sociaux te dépeignant comme instable et ingrate. Ils essaient de te discréditer avant que tu puisses découvrir la vérité. Ils ont détourné des fonds qui te sont destinés pendant des années, Catherine. Ce qu'ils ont fait n'est pas seulement moralement incorrect, c'est illégal. Soudain, tout avait un sens horrible,
leurs tentatives toujours plus grandes de me dépeindre comme déraisonnable, les menaces de me déshériter alors qu'ils avaient déjà volé mon héritage, leur besoin désespéré de maintenir le récit selon lequel Anna était la sœur prospère tandis que j'étais la difficile. J'ai soigneusement remis les documents dans l'enveloppe, mon esprit accéléré. Merci, Rachel. Je sais exactement ce que je dois faire maintenant. Il ne s'agissait pas seulement d'un Noël gâché, il s'agissait d'années de tromperie et de vols calculés. Et moi, une comptable ayant des années d'expérience dans le dépistage des fraudes financières, j'étais exceptionnellement qualifiée pour les faire face aux conséquences. Avec les documents de Rachel en main, j'ai passé la semaine suivante à construire méthodiquement mon dossier. En tant que comptable, je savais exactement comment retracer la piste de l'argent, chaque transfert non autorisé, chaque procuration mal utilisée, chaque document frauduleux. J'ai tout retracé. J'ai également engagé Sarah Chen, une avocate spécialisée dans la fraude testamentaire, pour qu'elle examine le tout. Il s'agit d'un cas clair d'exploitation financière, a confirmé Sarah. Nous pouvons engager des poursuites pénales si tu souhaites suivre cette voie. J'ai considéré mes options attentivement. Une affaire pénale détruirait la réputation de ma famille, mais ils avaient déjà détruit notre relation. Pourtant, j'ai décidé de leur donner une dernière chance de rectifier les choses. J'ai envoyé un email à mes parents et à Anna demandant une réunion de famille pour régler nos différends. Ils ont saisi l'occasion, pensant probablement qu'ils pourraient me manipuler pour que je revienne à la raison. Nous avons convenu de nous rencontrer dans mon appartement le samedi suivant. Le matin de la réunion, j'ai placé 3 classeurs sur ma table à manger, un pour chacun d'eux. À l'intérieur de chaque classeur se trouvait un registre complet de leur fraude, ainsi qu'une lettre de mon avocate décrivant leurs options, soit transférer tous les fonds restants et signer une confession, soit faire face à des accusations pénales. Ils sont arrivés l'air suffisant, attendant clairement que je m'excuse. Ma mère a commencé immédiatement. Catherine, nous sommes très heureux que tu aies retrouvé la raison. Je l'ai interrompu en glissant les classeurs sur la table. Avant que quelqu'un ne dise un mot de plus, je vous suggère de lire ceci. La couleur a disparu du visage de mon père alors qu'il examinait les documents. Les mains d'Anna ont commencé à trembler. Ma mère a essayé de garder le contrôle. C'est ridicule. Tu essaies de faire chanter ta propre famille. Chantage ? Ai-je ri froidement. Non, je vous donne un choix. Remboursez mon héritage avec intérêt et admettez ce que vous avez fait, ou je laisserai la police s'en occuper. Rachel a déjà accepté de témoigner. Rachel n'avait pas le droit. A commencé mon père. Vous n'aviez pas le droit. Les jeux interrompus. Vous m'avez volé pendant des années pendant que vous me voyez lutter. Vous avez utilisé ma procuration pour vendre des propriétés qui m'appartenaient légitimement. Vous avez financé le style de vie d'Anna avec mon héritage. Anna s'est mise à pleurer. Je ne le savais pas. On m'a dit que l'argent provenait de leurs économies. Ne mens pas, ai-je répondu calmement. Les transferts ont été directement effectués sur tes comptes. Tu savais exactement ce que tu faisais. Ma mère a essayé une approche différente. Pense à ce que cela va faire à la famille. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Vous auriez dû y penser avant de voler des centaines de milliers de dollars à votre propre fille, ai-je répondu. Vous avez 48 heures pour décider. Soit vous signez la confession et vous organisez les transferts, soit je vais à la police. Ils sont partis paniqués, mon père traînant pratiquement ma mère et ma sœur hystériques par la porte. En quelques heures, le groupe de discussion familiale a explosé de messages de membres de la famille, tous prenant leur parti, bien sûr. Mais je suis restée calme. J'avais la vérité et les preuves de mon côté. La balle est dans leur camp maintenant, ai-je dit à Sarah au téléphone ce soir-là, mais quelque chose me dit qu'ils ne vont pas prendre la bonne décision. J'étais prête à ce qui allait suivre. Après tout, ils m'avaient déjà fait le plus grand cadeau, la libération de leur manipulation. Le délai de 48 heures est arrivé et est passé. Comme je m'y attendais, ma famille a choisi l'orgueil plutôt que l'honnêteté. Ils n'ont ni signé la confession, ni organisé aucun transfert. Au lieu de cela, ils ont essayé de détruire des preuves, fermer des comptes, détruire des documents et même essayer de faire pression sur Rachel pour qu'elle se rétracte de sa déclaration. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà tout présenté aux autorités.
Le matin après l'expiration du délai, j'ai officiellement déposé des accusations. Dans l'après-midi, la police était à leur porte avec des mandats de perquisition. J'ai observé depuis mon bureau le déroulement de l'histoire. Mon père a été escorté de son lieu de travail menottes au poignet. Le studio de yoga d'Anna a été confisqué comme un actif acheté avec des fonds volés. La façade des réseaux sociaux soigneusement entretenus de ma mère s'est effondrée lorsqu'elle a été arrêtée lors d'une de ses réunions de comité caritatif. Le groupe de discussion familiale a de nouveau explosé, mais cette fois avec un ton différent. Les membres de la famille qui avaient rejeté mes affirmations sont soudainement restés silencieux lorsque les preuves sont devenues publiques. Le journal local a publié un article sur « La chute de la grâce de la famille proéminente ». Toutes leurs années à maintenir des apparences parfaites se sont terminées en une seule journée. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Rachel. « Tu as fait ce qu'il fallait. Ton grand-père serait fier. » Elle avait raison. Il ne s'agissait plus de vengeance, il s'agissait de justice. En voyant les mensonges soigneusement construits de ma famille se défaire, je n'ai ressenti aucune joie, seulement un soulagement. La vérité a finalement été révélée et j'étais enfin libre. 1 an plus tard, j'étais assise dans ma nouvelle maison à Denver, regardant la neige tomber dehors par ma fenêtre. L'affaire judiciaire s'était conclue il y a des mois. Mon père et ma mère avaient conclu des accords de culpabilité, acceptant de payer la restitution. L'empire de yoga d'Anna s'était effondré et elle avait finalement trouvé un vrai travail comme réceptionniste. L'image familiale parfaite qu'ils avaient tant mis de temps à maintenir avait disparu pour toujours. La plupart des membres de la famille qui avaient permis leur comportement pendant des années ont cessé de me parler, mais étonnamment, j'ai découvert que je ne leur manquais pas. Au lieu de cela, j'avais construit un nouveau système de soutien, de vrais amis qui valorisaient l'honnêteté au-dessus des apparences, des collègues qui respectaient mon éthique de travail et même quelques cousins éloignés qui se sont approchés pour s'excuser de leur comportement passé. Rachel est venue me rendre visite la semaine dernière. Prenant un café, elle m'a remis un vieil album photo qu'elle avait trouvé en rangeant son bureau. À l'intérieur se trouvaient des photos de mon grand-père et de moi, des moments que j'avais presque oubliés. Sur une photo, il m'apprenait à pêcher, tous deux riant de quelque chose d'oublié depuis longtemps. Il disait toujours que tu étais la forte, m'a dit Rachel. Il savait qu'il favorisait Anna, mais il croyait que tu allais dépasser ça. J'ai touché doucement la photo, me souvenant de son sourire amical. Il avait essayé de protéger mon avenir à travers cet héritage, et bien que cela ait pris des années, son cadeau final m'avait finalement donné quelque chose de plus précieux que l'argent, le courage de me défendre et la liberté de construire une vie à mes propres conditions. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à se venger, il s'agit de se libérer.